Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition de la Tranche Info. Nous sommes le lundi 9 octobre et tout de suite nous partons pour une demi-heure de JT. Pour lutter contre la pêche dans les zones d'interdiction en mer liées à la présence de chlordécone, les services de l'État effectuent des contrôles coordonnés. La Marine nationale, la Direction de la mer, la douane et la gendarmerie maritime partent à la chasse aux infractions et aux contrevenants parfois difficiles à appréhender. Un reportage de Michel Depape. Nous sommes en zone chlordécone d'interdiction totale. C'est une zone qui est interdite à la pêche. Et nous effectuons un contrôle coordonné, c'est-à-dire une coordination entre la Marine nationale, la Direction de la mer, les douanes et la gendarmerie maritime pour s'assurer qu'en fait aucun casier ni aucun filet ne soit en zone d'interdiction totale. Le risque pour les consommateurs, c'est mon collègue de la DEAL qui vous expliquera ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a déjà fait des contrôles. Lors d'une dernière opération, on a enlevé une trentaine de casiers et de filets en zone d'interdiction totale. Donc on a encore des infractions qui sont commises. La difficulté pour nous de trouver les casiers et les filets, c'est qu'en fait ces filets ne sont pas immatriculés, ils n'apparaissent pas à la surface. Et du coup, on a la nécessité d'utiliser des plongeurs. Parfois, on y va un peu à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on a du renseignement et on se déplace sur une zone où on a du renseignement pour aller mettre des plongeurs et on cherche. Parfois, on a la chance de voir un navire qui s'enfuit et là, on va directement sur la zone, on a vu le navire qui s'enfuit et on trouve également du matériel. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. On est tombé sur un navire qui a pris la fuite et quand on s'est avancé, on a vu un casier. Et puis en regardant bien, en mettant des plongeurs, et ben on en a trouvé une trentaine sur les fonds marins. Oui. Je crois que c'était en avril dernier. À Fonricher-Baie-Mahault, la municipalité prépare ses administrés au risque de tsunami. Signaux d'alerte, bons réflexes et consignes de sécurité sont tout autant d'éléments à connaître pour être prêt face à l'imprévisible. Une réunion d'information s'est tenue vendredi 6 octobre sur la conduite à tenir en cas de raz-de-marée. La ville organisera également cette semaine un exercice d'évacuation pour préparer les habitants à de potentiels tsunamis. Un reportage d'Olivier Moradel. C'est vrai qu'en Guadeloupe, nous avons une vraie culture du risque cyclonique. Pas plus tard qu'en début de semaine, nous avons été donc, touchés en tout cas par la tempête Philippe. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude des cyclones, mais il existe d'autres risques qui sont bien, en tout cas potentiellement, qui sont bien réels, et entre autres les tsunamis. Et c'est vrai que nous sommes venus ici parler à cette population de Fonricher qui est en tout cas exposée en tout cas au tsunami, qui est près de la mer, donc qui est vraiment exposée en cas de séisme suivi d'un tsunami. Il est important que la population ait les consignes à suivre justement, savoir que faire et surtout quels sont les signes qui vont faire que les gens vont quitter chez eux pour se réfugier sur une hauteur minimale de 10 mètres par rapport au niveau de la mer. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas pour l'instant de sirène d'alarme, ce qui veut dire que chacun devra se déterminer par rapport au ressenti qu'il va avoir ce jour-là par rapport à un tremblement de terre relativement fort. Je suis avec M. Zaibo, Narcisse, qui parlera tout à l'heure, parce qu'il est important que le spécialiste des tsunamis soit également présent. Que la population sache que l'alerte naturelle, c'est le ressenti du séisme. Donc si vous sentez des secousses sous les pieds, il faut tout de suite penser à l'associer à ce que la mer puisse sortir de son lit. Parce qu'un tsunami, c'est la mer qui sort de son lit. On peut ne pas ressentir le séisme sous les pieds parce que le tsunami peut être d'origine volcanique ou peut-être peut provenir d'une zone très lointaine. Et dans ce cas-là, si on est en bordure de mer, il faut avoir deux attentions à avoir, c'est-à-dire d'abord regarder toujours l'état de la mer. Et si vous voyez que la mer se manifeste de façon inhabituelle, soit se retire brutalement ou alors commence à gronder, etc., il faut donc penser à ce que l'associer à une possibilité de tsunami et donc dans ce cas-là, avoir les bons réflexes pour pouvoir s'éloigner des côtes. Et d'autre part aussi, c'est l'ouïe. Donc il faut aussi
Si vous ne ressentez rien, que vous ne voyez rien, que vous entendez la mer gronder de façon inhabituelle, il faut aussi penser que voilà, la mer est en train d'être travaillée par un séisme qui a eu lieu dans une zone très lointaine et qui va provoquer justement la sortie de la mer de son lit. Nous aurons un exercice en tout cas, donc la semaine prochaine, vendredi 13, où justement nous aurons un exercice en situation réelle, donc où les habitants sont invités à participer pour en tout cas avoir les bons réflexes si demain nous sommes touchés par un tsunami. Ce matin, le comité scientifique de l'Association pour l'aide à l'enfance et à l'adolescence a présenté la restitution et l'analyse des résultats de l'étude sur la prévalence de l'idéation suicidaire chez l'enfant. L'étude rapporte un nombre important d'enfants et d'adolescents ayant eu des idées suicidaires au cours des derniers mois, alors que de nombreux élèves scolarisés sont encore victimes de harcèlement scolaire sur le territoire. Nous faisons le point avec Marina Blum, pédopsychiatre. Nous avons trouvé énormément des idées noires, des idées suicidaires chez les enfants qui ne sont pas du tout suivis en psychologie, qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques, et on pense que c'est des enfants qui sont non vulnérables. Qu'on trouve des résultats énormes, en fait, presque jusqu'à 90% des idées noires chez les enfants qui viennent pour tentative de suicide aux urgences ou hospitalisés en pédiatrie, c'est normal. Mais les enfants qui sont considérés en bonne santé mentale, psychique, quand même, c'est étonnant. Il y a plusieurs facteurs de risque. Les risques qui sont liés déjà à un environnement proche, la famille, l'école. Donc on sait qu'en Guadeloupe aussi, il y a énormément de victimes d'harcèlement scolaire. Que déjà, harcèlement scolaire, c'est vraiment quelque chose qui nous frappe. Les chiffres nous frappent en France. Il y a jusqu'à 800 000 d'agressions, en fait, verbales, insultes, physiques dans le milieu scolaire qui sont déclarées. Donc c'est énorme. Et nous, par exemple, en Guadeloupe, on a observé tout le mois de septembre vraiment une vague d'arrivée des enfants après tentative de suicide aux urgences dans le cas d'harcèlement scolaire. Cette étude nous a révélé beaucoup d'informations intéressantes, notamment que les jeunes filles avaient tendance effectivement à plus passer à l'acte que les garçons, mais que les garçons, lorsqu'ils passaient à l'acte, les actes étaient vraiment aboutis. On a bien constaté que le passage à l'acte est moins important que les chiffres de la France. Peut-être parce que on a encore le cocon familial qui joue le jeu et que l'enfant qui avant de passer à l'acte, va penser à plusieurs choses, notamment sa famille, et la famille qui est dans le cercle religieux ou culturel qui empêche à certains enfants de passer à l'acte. Il faut sensibiliser bien sûr la société, les parents, mais aussi, vous savez, il y a beaucoup de familles très violentes en Guadeloupe. Moi, j'ai reçu les parents à qui je dis « Pourquoi vous ne portez pas plainte? Votre fille souffre depuis 3 ans. » Elle m'a dit « Madame, j'ai peur des parents de ce gamin qui harcèle ma fille. » Donc aussi, et parfois, les parents en Guadeloupe, comme tout le monde se connaît, c'est tout petit. En fait, et ils ont peur des représailles. Nous, qu'on sait vraiment changer, même l'école de commune. Donc, par exemple, si c'est 3 établissements, que quelqu'un qui fait des études à Pointe-à-Pitre, les quartiers se croisent. Donc, ça ne sert à rien de changer l'établissement scolaire si elle peut être harcelée sur la route vers l'école. Donc, il faut carrément changer le commune. Mais il faut aussi, je pense, des sanctions et sanctions sévères. Troquer plutôt que qu'acheter et donner au lieu de jeter, c'est le credo de la ville de Baie-Mahault dans le cadre de la Semaine du développement durable. Ce samedi 7 octobre, la municipalité a organisé une matinée troc-don pour permettre aux administrés de se fournir en objets en tout genre. Regardez ce reportage de Vianney Valverde. Nous sommes là en fait justement parce que nous avons organisé dans le cadre de la Semaine du développement durable une matinée plus ou moins donc de troc et de dons. C'est une première effectivement, puisqu'au départ nous avons voulu organiser un troc-don uniquement pour les activités donc sportives, culturelles, mais on a élargi justement donc l'événement. En acceptant donc les textiles, donc les accessoires, voilà, donc pas mal donc de petites choses. Aujourd'hui, on récolte de tout.
Ça passe aussi bien par le textile que ça passe aussi par des objets qui sont insolites, tels qu'un fauteuil d'handicapé. Ça peut être aussi des plantes aussi qu'on peut échanger. Ça peut être aussi des rollers. Ça peut être des jouets. Ça peut être aussi tout ça dont on n'y pense pas, mais qui peut être pratique parce qu'il y a certaines personnes, plutôt que de toujours vouloir acheter des choses neuves, je pense qu'il y a des choses qu'on peut effectivement récupérer et pas forcément acheter du neuf parce que lorsqu'on est dans le cadre de l'économie circulaire et on sait en fait la problématique du développement durable, il est toujours très intéressant en fait de récupérer et de pouvoir donner une deuxième, une troisième, voire une quatrième, une vie infinie à certains objets qui sont en bon état. Je trouve que c'est une bonne initiative. J'ai eu le flyer sur le site de la ville de Bimao. Et donc ça m'a beaucoup intéressée et là je suis venue voir ce qu'il y avait d'intéressant. Je trouve qu'il y a des choses qui sont bien et je dirais qu'il faudrait continuer et refaire cette manifestation et, de manière à ce que les gens puissent en profiter aussi. Au lieu de jeter, puisque après au niveau de la planète c'est pas bon du tout. Alors moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter à donner parce qu'il y a encore énormément de choses qu'on a chez nous. Soit parce qu'ils ne nous servent pas, parce qu'on ne l'utilise pas. Et des fois, on est peut-être récalcitrant ou on se dit non, je ne vais pas donner, j'ai peur peut-être de la vie que ça aura. Non, je pense qu'il faut effectivement donner. Et de toutes les façons, l'objet en question trouvera son propriétaire. Voilà, qui fera l'usage qui lui semblera le meilleur pour lui. La semaine du développement durable, ça nous a permis notamment, en tout cas au sein de la direction de la transition écologique et du développement durable, de faire de la plantation, notamment au niveau des scolaires, de planter des arbres fruitiers en pot, parce qu'il y a effectivement le troc-don, mais il y a aussi en fait toute la problématique environnementale qui est autour du développement durable. Toujours dans le cadre de la Semaine du développement durable, le musée Saint-John-Perse a accueilli l'exposition Recyclart. Tout vendredi 6 octobre, des sculptures et objets de décoration éco-conçus ont pris place sur le parvis du musée municipal de Pointe-à-Pitre. Les artistes Jean-Luc Dejean et Féliline Lucol ont fait découvrir aux curieux et visiteurs leurs œuvres fabriquées uniquement à partir de matériaux recyclés. Un reportage de Charlie Dagonia. On est dans le cadre de tout ce qui est recyclage, c'est-à-dire dans le recyclage, il y a moi et il y a Féliline. On est tous deux dans le recyclage qui veut dire que tout ce que vous voyez là, ça a été réalisé avec des pièces de voiture. C'est fort mécanisé quand même, parce que comme on n'a pas fort mécanique, on peut retrouver ces pièces-là, il y a diverses pièces. À la fin, il faudrait que ça réalise un corps humain. L'idée c'est ça à la fin que au bout du bout que ça représente un corps humain. En fait, c'est une suspension. On pourrait l'interpréter en tant que luminaire si on veut, mais pour moi, c'est une suspension et c'est une réflexion autour de la boîte de conserve. Alors là, je vais chercher ce qui est précieux dans la boîte de conserve, enfin ce qui me semble être précieux, à savoir le serti de la boîte. Là, je prends ces sertis, je les assemble. Et puis, puisque ce sont des cercles et là, on va dire des rectangles, ça donne ces formes-là quand on en met plusieurs. On est dans un ère où on n'a plus le choix de tirer tout ce qui est recyclage, écologie, etc. C'est même plus un sujet, c'est devient super urgent. Il n'y a même plus à discuter, je dirais. C'est plus à appliquer les choses, à mettre en place les choses, je dirais. Mais aujourd'hui, moi, je vais plus vers des choses beaucoup plus précieuses, à savoir prendre une partie des packaging, des emballages, pas tout prendre en bloc, mais aller chercher le plus précieux de l'emballage et pour en faire comme des pièces bijoux. Là, la suspension, elle a un petit côté précieux parce que les particules sont fines. La pièce est imposante, c'est à la fois très aérienne. Alors c'est ça lui confère un petit côté précieux. Et c'est vers ça que je tends maintenant. Moins d'installations lourdes, plus de pièces.
Parlons maintenant art cinématographique avec le festival Monde en Vue qui se tiendra au MACT du 13 au 20 octobre. Et à ce sujet, nous recevons Madame Elisabeth Gustave, directrice du Festival international du film des droits humains de Guadeloupe et du Festival Monde en Vue, et Monsieur Jean-Luc Assor, directeur technique d'Azure Cloud et spécialiste de l'intelligence artificielle. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce soir sur ce plateau pour parler du festival Monde en Vue. Donc, ça va être pendant une semaine un ensemble de projections, de films, mais aussi de débats, de causeries auxquelles vous participerez, Monsieur Assor. Il y aura également des expositions d'art. Ça se tiendra principalement au MACT, mais aussi dans d'autres villes de Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce festival, de l'idée qui est derrière et voilà, ce en quoi c'est un besoin aussi pour la Guadeloupe d'avoir un festival comme celui-ci pendant ce mois d'octobre? Alors, Monde en Vue a 10 ans, c'est notre anniversaire, donc c'est un festival qui a évolué, qui est parti d'un festival vraiment droits humains avec des films et des débats. Et au fur et à mesure, on est devenu un festival d'idées, avec de plus en plus de panels, avec de plus en plus d'invités, de conférenciers, comme Jean-Luc Assor, qui est un conférencier sur l'intelligence artificielle, entre autres, et sur la high computing. Très bien. Donc justement, ces 10 années, vous avez pu faire évoluer le festival. Quelles sont vraiment les raisons principales qui ont fait que vous avez, au fur et à mesure, est-ce qu'il y a eu des demandes particulières? Comment ça s'est passé? Je pense qu'on a une ligne éditoriale qui s'étoffe au fur et à mesure. Quand on fait ce type de projet, on a envie de l'améliorer. Je pense qu'il y a cette envie de faire encore mieux. Et si on ne fait pas mieux, on arrête. Donc, on n'a pas arrêté en 10 ans. Donc, je pense vraiment qu'on l'a amélioré. Et la ligne éditoriale, c'est une ligne qui manifeste d'un intérêt pour le monde et qui manifeste aussi de qui on est en tant que festival. Le festival a une personnalité qui lui est presque propre maintenant, je pense. Parmi les films justement qui seront présentés, on va en parler, il y en a l'un d'eux aborde le sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les films, comment est-ce qu'ils sont choisis, qu'est-ce qui va faire justement qu'on va présenter un film plutôt qu'un autre? D'où vient tout cela? Alors, on a beaucoup de paramètres. On est un festival annuel, donc on a envie d'avoir des films récents. On essaie d'avoir des films qui ont moins de 3 ans. Et on a parfois des premières. On est fiers en général d'avoir une première. Et on choisit les thèmes qui nous parlent, les thèmes qui font société en ce moment. Par exemple, l'intelligence artificielle, ça nous interroge, ça nous questionne. Donc, on cherche un film qui parle de l'intelligence artificielle et on trouve des professionnels, on trouve des spécialistes de la question. Alors, ça sera samedi au MACT. On va parler de l'intelligence artificielle en général, mais aussi par rapport aux recherches et même aux recherches liées aux études postcoloniales, un sujet qui nous intéresse. Très bien. Donc, Monsieur Assor, vous interviendrez justement lors d'une conférence sur le thème les paradoxes de l'intelligence artificielle. On se rend compte que c'est un processus qui possède de nombreux avantages, mais qui peut aussi présenter des dérives. Quel est votre point de vue sur le sujet et comment est-ce que vous l'abordez de manière générale, soit dans votre travail ou lors de discussions, d'échanges comme vous aurez au MACT samedi? Il y a un premier aspect, c'est que les entreprises aujourd'hui recherchent de la productivité. Et donc, nous conseillons chez Microsoft ces entreprises. Elles ne se posent pas forcément beaucoup de questions sur l'impact social. Mais là, j'interviens dans un domaine qui est plus autour des sciences sociales, de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos vies. Ce qu'on peut constater déjà, si on prend un peu de recul, c'est que les hautes technologies ont tendance un petit peu à être un côté magique. Et donc ça, on leur prête en fait beaucoup plus que ce qu'elles peuvent faire en fait. Il y a un côté sacré, donc on va revenir sur ces aspects-là. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'expliquer qu'il y a des mérites, des vertus en fait à l'IA, en termes de productivité, en termes même de
d'amélioration du niveau de vie, du cadre de vie des citoyens. Et bien sûr, il y a des impacts. Et plus il y a des impacts au niveau, par exemple, environnementaux, ce sont des technologies qui sont très coûteuses, qui ont tendance aussi à consommer beaucoup d'énergie. Donc voilà, l'idée c'est de faire le point sur les pour et les contre. Très bien. Donc Madame Gustave, comment pourront assister les Guadeloupéens à cette conférence par exemple ou à d'autres? Comment se passe? Est-ce qu'il y a une inscription à prendre en compte? Comment ça se passe? Alors en fait, vous allez au MACT et vous venez parce que c'est ouvert à tout le monde. Très bien. Donc une entrée libre. Entrée On libre. peut retrouver le programme donc du coup juste ici pour les causeries du MACT donc ce samedi. Et concernant samedi. la programmation des films, on peut retrouver l'ensemble également du catalogue sur le site. Sur mondenvue.com. Alors oui, j'invite les Guadeloupéens à venir ce samedi pour les causeries du MACT. Alors c'est très tôt, c'est à partir de 9h du matin. On a donc Jean-Luc Assor pour l'intelligence artificielle. On a aussi une réflexion sur la question noire dans l'université française parce qu'on a une Française, Mam Fatou Niang, qui est professeure à l'université de Mellon aux États-Unis, Carnegie Mellon. Et en fait, elle se retrouve à avoir un centre d'études afropéennes aux États-Unis. Donc, et on a aussi comme invité Madame Otélé, qui elle aussi se retrouve en Angleterre, française aussi. Elle est à Londres, elle est à SOAS, elle est professeure à SOAS. Un peu, elle étudie comme Mme Fatou Niang tout ce qui a rapport avec les Afropéens, l'histoire des Afropéens. Et la question qu'on va se poser, c'est pourquoi ce genre de centre n'existe pas encore en France. Voilà. Donc nous vous invitons à vous joindre à Monsieur Jean-Luc Assor, mais aussi donc aux conférenciers qui seront présents le samedi 14 octobre au MACT. Donc ça commence à 9h. Donc n'hésitez pas, c'est une entrée libre. Et je vous remercie, Madame Gustave, je vous remercie, Monsieur Assor. Merci. Merci à vous. À Capesterre-Belle-Eau, les seniors prennent soin de leur corps et de leur santé à travers la pratique d'un sport d'entretien japonais. Ce vendredi, le club omnisport de la municipalité a organisé une matinée d'initiation au taïso et à la self-défense. 2 activités adaptées pour maîtriser son corps et ses gestes, renforcer son système musculaire et apprendre à se protéger sans se blesser. Un reportage d'Olivier Moradel. On organise des petits ateliers comme le taïso, la self-défense et un petit peu de judo pour nos seniors. Bon, ils ne vont pas forcément faire du judo, mais la partie taïso pour leur apprendre à l'entretien corporel. Je dirais que j'essaie de maintenir la forme, mais je pense que le club omnisport de Capesterre a eu la bonne idée de faire cette demi-journée. Pour que les gens puissent prendre conscience que à travers le sport se trouve aussi la santé. Et je suis très satisfait de ce que les coachs nous enseignent ce matin. Des petites choses, on ne fait pas attention et c'est comme ça le corps il passe, il part. L'équilibre, on se rend compte qu'on perd le sens de l'équilibre quand on fait ces petits mouvements. Et c'est pourquoi ça me plaît beaucoup. Et j'invite tous les Guadeloupéens à se mettre à faire ce genre de choses pour retrouver la forme, la santé et l'équilibre. Dans la partie taïso, nous avons travaillé les postures de tous les jours. Comment récupérer un objet, comment se positionner pour s'asseoir. Et aussi, il y a par moments, malheureusement, il y a des seniors qui tombent, qui se cassent certaines choses. Donc on leur apprend aussi à appréhender la chute. La pratique du sport, c'est un ensemble. Ça procure du plaisir, ça procure aussi de la détente, mais aussi ça permet de rencontrer d'autres personnes et de faire des activités et donc de faire de nouvelles rencontres. On propose aussi la partie self-défense qui nous permet aussi, dans la vie de tous les jours, comme nous avons des gens qui se font agresser, à savoir comment se comporter face à une agression et surtout être en sécurité, se positionner pour ne pas se faire mal.
Ce samedi 7 octobre, une centaine de participants a pris le départ d'une course inédite organisée par le Gopio Guadeloupe. Le semi-marathon international de la non-violence des îles de Guadeloupe a rassemblé une centaine de sportifs lors d'une course de 21 km reliant le rond-point Martin Luther King au rond-point de Gandhi à Saint-François. Cette course a sans nul doute une profonde symbolique puisqu'elle prône une société sans violence à l'image de ces deux figures emblématiques. Un reportage d'Olivier Moradel. C'est une première à l'échelle de l'humanité, puisque les marathoniens et marathoniennes prendront le départ au pied de Martin Luther King pour arriver dans les bras de Gandhi. Et cela pour incarner dans ce semi-marathon cette dimension spirituelle qu'est la non-violence. Nous sommes très honorés que ce semi-marathon et cette marche de la non-violence organisée par le Gopio ait choisi Saint-François. Pourquoi? Parce que nous avons dans notre cité ces deux statues, ces deux apôtres de la non-violence qui ont laissé cette trace dans l'histoire, qui ont laissé cette profonde expression spirituelle de la non-violence. Et la culture de la non-violence s'appuie sur trois valeurs: le respect, l'empathie, la tolérance et quelques autres valeurs. Et ces valeurs-là doivent être inculquées au sein de la cellule familiale. Chaque personne, nous pensons que la cellule familiale est le lieu privilégié pour pouvoir développer ces valeurs et développer cette culture de la non-violence. Donc nous pensons que c'est un premier pas et je pense qu'aujourd'hui c'est le point de départ d'un mouvement non-violent en Guadeloupe pour essayer de faire tomber cette violence qui nuit énormément à la vie du pays, au vivre ensemble et à l'équilibre de la société guadeloupéenne. Nous incarnons dans ce semi-marathon cette dimension spirituelle, culturelle, de façon peut-être pour une fois à donner une âme, une essence à une épreuve sportive. Ce samedi 14 octobre, aux environs de 13h, sortez vos lunettes spéciales Eclipse car un anneau de feu sera visible dans notre ciel. En partant du Pacifique Nord pour arriver dans l'Atlantique au large de la pointe est du Brésil, une éclipse solaire annulaire traversera l'ouest des États-Unis, puis le golfe du Mexique, en passant par la péninsule du Yucatan, avant de longer l'Amérique centrale. Elle continuera sa route en Amérique du Sud en traversant la Colombie puis le Brésil. Attention, seulement en étant équipé de lunettes, vous pourrez observer un anneau visible autour de la Lune lorsqu'elle recouvrira en partie le Soleil. En Guadeloupe, Martinique et en Guyane, vous pourrez admirer ce spectacle et profitez-en bien car il n'arrivera pas de sitôt. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie de votre fidélité et je vous retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition du JT. Excellente soirée sur Canal 10.